Alors, rebonjour. Nous sommes aujourd'hui, comme je le disais plus tôt, avec 6 étudiants provenant de différents programmes du baccalauréat en enseignement qui sont ici pour nous parler de leur expérience et de la vie étudiante à l'Université de Montréal. Nous avons également avec nous une professionnelle qui contribuera possiblement à répondre à certaines de vos questions. Donc, chers invités, je vous invite à vous présenter. Bien contente d'être avec vous. Moi, c'est Anne-Catherine Savaria. Je suis en deuxième année au bac en adaptation scolaire. Moi, c'est Ariane Vaillancourt et je suis en deuxième année au BPEC, enseignement primaire et préscolaire. Bonjour à vous, mon nom c'est Camille, je suis en troisième année au baccalauréat en enseignement du français au secondaire. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Jonathan Marcos, je suis en deuxième année du baccalauréat en enseignement des mathématiques au secondaire. Au plaisir de répondre à vos questions et de discuter dans les prochaines minutes. Salut tout le monde, Kelly Kennec, troisième année en baccalauréat en éducation physique et à la santé. Ça me fait plaisir moi aussi d'être avec vous, Rachel Saint-Laurent, puis j'étudie au bac en enseignement du français langue seconde. Bonjour à toutes et à tous, je suis Zéna, au nom de la direction de la Faculté des sciences de l'éducation. Je vous souhaite la bienvenue à cette belle rencontre où on va répondre à vos questions pour vous aider à faire le meilleur choix de votre programme. Alors, bienvenue et bonne rencontre. Merci beaucoup à chacun d'entre vous d'être ici aujourd'hui. J'ai quelques questions à vous poser. Donc, tout d'abord, pourquoi, selon vous, l'Université de Montréal était le meilleur choix pour faire vos programmes? Je vais commencer et me lancer tout de suite avec une réponse. On en a parlé entre nous beaucoup et puis il y a un point commun qui ressort de tous les programmes, c'est qu'une des choses qui nous convainc jour après jour, ce sont les gens qu'on a rencontrés à l'Université de Montréal. Moi, j'ai beaucoup de plaisir avec les gens avec qui je suis en cours, mais aussi dans toutes les activités en dehors des cours. Il y a plein d'occasions et plein d'événements qui permettent de rencontrer tout plein de personnes à l'UDM. Et puis, ce sont des gens que, personnellement, j'ai trouvé vraiment très, très, très agréables à côtoyer. Je ne m'attendais pas à ce qu'aussi rapidement, il y ait une aussi belle ambiance qui se développe au sein d'une cohorte dans un programme, mais aussi dans toute une association étudiante, par exemple. Je suis sûr qu'on aura l'occasion d'en reparler aujourd'hui, mais je peux vous assurer que une des gros points positifs pour moi, c'est les événements associatifs qui sont organisés semaine après semaine, même dans un contexte d'enseignement en ligne où on va organiser régulièrement des occasions de se rencontrer ou de se réunir. Et ça a un super bel impact de mon côté. Je suis sûr que ça peut en avoir un bel impact pour vous aussi. Donc ça, c'est de jour en jour ce qui continue à me motiver à l'UDM. Et puis, ben, ce qui m'a aidé à faire le choix personnellement en enseignement des mathématiques au secondaire, mais c'est vrai en fait pour tous les programmes en enseignement au secondaire, c'est que la formation qu'on reçoit dans notre matière, dans notre spécialisation, est donnée par les départements en question. Donc, par exemple, mes cours de mathématiques sont avec le département de mathématiques. C'est vrai pour les cours en histoire, géo, c'est vrai pour les cours de biologie, etc. Pardon. Donc, de mon point de vue, on ne peut pas sous-estimer l'importance et l'impact positif là, que ça a d'avoir une vraie et solide formation dans notre domaine comme futur enseignant auprès de nos élèves et dans le milieu dans lequel on travaillera. Je dirais que ce sont les 2 points, de mon côté, les 2 points les plus positifs que je retiens là, de mon choix d'université. Alors pour compléter, Jonathan, qui l'a si bien dit, les associations étudiantes sont très nombreuses, surtout en éducation physique. Je sais qu'il y a tout le temps des événements, que ce soit sur les week-ends ou en fin de journée. Sinon, pour ma part, ce qui m'a vraiment décidé de choisir l'UDM, c'est les installations au CEPSOM. En étant dans un bac en éducation physique et à la santé, le CEPSOM, c'est comme notre maison. Donc, on a une patinoire, il y a 3 bassins de piscine. D'ailleurs, je viens de sortir d'un cours de piscine juste de ce matin. Il y a des gymnases triples à n'en plus finir, il y a des gymnases simples. Il y a une énorme salle de muscu qui est en rénovation en ce moment et qui d'ailleurs va rouvrir prochainement et elle est totalement rénovée. Elle est accessible pour tous les étudiants à l'UDM, ce qui est absolument génial. Il y a des terrains de badminton, de squash. Euh, Tous les sports vous nommez, on les trouvera au CEPSOM. Sinon, il y a aussi un campus Laval qu'on n'entend pas trop parler, mais qui est aussi accessible. Donc ça, c'est sûr que ça aide. Pour certains cours, ils peuvent se donner au campus Laval.
Donc, niveau accessibilité, c'est parfait. Sinon, moi, je fais partie des Carabins, donc l'équipe de hockey pardon, des Carabins, donc toute l'ambiance, disons, association étudiante, que ce soit de n'importe quelle association, ils viennent souvent encourager les games. Donc, il y a vraiment cet esprit d'ambiance, de bien-être. Tout le monde est là pour tout le monde. Et je dirais aussi en éducation physique, il y a cette ambiance de cohorte qui est exceptionnelle. Il y a tout le temps une notion de partage, d'amitié. Comme Jonathan l'a aussi bien dit, le monde avec qui tu es au quotidien deviennent très rapidement tes amis et il y a du monde de partout. Donc, pour l'instant, mon expérience a été exceptionnelle dans ce domaine-là. Merci beaucoup à vous deux pour vos réponses. Je vais passer à ma prochaine question. Qu'est-ce qui vous passionne de ce domaine? Voilà, donc ce qui me passionne de ce domaine en éducation physique, il y a cette notion de partage, comme je l'ai mentionné. On est un peu, peut-être, en tant qu'enseignant en éducation physique, perçu comme une période de récréation, mais au travers de mon bac, j'ai appris disons, apprendre l'importance qu'on a au sein des jeunes envers leur vie au quotidien. Une chose que vous allez remarquer souvent pour ceux qui vont choisir ce bac-là, c'est qu'on parle tout le temps d'influence sur la santé et la vie saine d'un enfant. Et à travers ce domaine-là, on est super bien encadré, accompagné par nos enseignants, par la faculté autour. Et on devient de plus en plus important aux yeux d'autres professeurs dans des commissions scolaires. L'importance d'un enseignant en éduc devient de plus en plus important. Donc, ça me passionne dans ce domaine, c'est de faire une différence. C'est peut-être un peu cliché à dire, mais c'est de faire une différence en tant qu'enseignant en éduc. Mais sinon, dans ce domaine en éducation physique, la cohorte est très soudée. Il y a une notion de partage. Je le mentionne depuis le début, mais il n'y a pas un aspect compétitif. Donc, c'est vraiment, on veut apprendre à devenir meilleurs tous ensemble pour qu'on puisse ensuite, dans nos futures carrières, donner le meilleur de nous-mêmes et avoir le plus de ressources possibles dans nos écoles. Donc, c'est vraiment cette notion de partage, d'ambiance et voilà. Donc, c'est ça pour ma part. Je continue pour répondre à cette question. Donc, moi, je suis en enseignement du français au secondaire, puis j'ai choisi ce domaine parce que je pouvais allier à la fois ma passion pour la lecture, pour la grammaire, pour la langue, et ma passion pour les jeunes. Donc, c'est vraiment le meilleur des deux mondes. J'ai choisi aussi le domaine de l'enseignement secondaire pour pouvoir aider les jeunes justement dans leur cheminement de vie. Donc, on sait au secondaire, ils sont en voie de devenir des adultes. Donc, avoir l'impression que je fais une différence comme on l'a dit plus tôt là, dans leur vie, puis essayer de leur inculquer des valeurs d'ouverture et tout ça. Donc, ça ajoute de l'importance à mon travail, ce que je trouve crucial pour moi. Puis, je dois dire aussi qu'en enseignement, tout particulièrement, c'est un milieu tellement stimulant, toujours en changement. Non seulement on change de groupe, on change de locaux, on doit adapter notre planification au sujet du jour. Puis, l'équipe de travail, l'équipe école en enseignement, que ce soit en éducation physique au primaire ou en enseignement secondaire, c'est toujours des milieux où on est chaleureusement accueilli, où il y a énormément d'entraide, je le répète. Donc, c'est sûr qu'un environnement de travail comme ça, on ne dit pas non. Donc, voilà pourquoi j'ai choisi l'enseignement. Merci beaucoup pour vos réponses. Je vais passer à la prochaine question. Que pensez-vous de vos formations? Est-ce qu'elles sont à la hauteur de vos attentes et est-ce que vous êtes satisfait de ce que vous apprenez? Et moi, pour la première année là, qui vient de se passer pour moi à l'Université de Montréal, oui, c'est une formation qui est de qualité, qui, comme Camille disait, allie vraiment des notions plus théoriques puis des notions plus pratiques en enseignement. Puis c'est l'occasion, comme Camille disait, d'allier des choses qui nous passionnent avec une capacité d'aider concrètement les gens. Puis c'est vraiment ça qu'on apprend, notamment dans le bac en enseignement du français langue seconde, c'est de pouvoir
devenir une ressource pour ceux qui arrivent au pays et qui veulent apprendre le français. Ça, c'est ce que j'aime beaucoup de ma formation, là, c'est la diversité. Pour adaptation scolaire, ce que j'aime beaucoup de l'Université de Montréal, c'est que l'université offre la possibilité d'essayer les deux orientations, donc l'orientation primaire et l'orientation secondaire, avant de faire son choix. Donc, on fait 2 ans en essayant les deux, puis par la suite, on choisit l'orientation qu'on préfère pour poursuivre les 2 dernières années du bac. Et de plus, j'adore qu'on a des cours autant de didactique, donc de comment enseigner la matière, et aussi des cours sur la matière, donc pour se faire des rappels de la matière. Donc, c'est ça pour moi. Ma prochaine question pour vous est en lien avec les stages. En fait, comment est-ce qu'ils fonctionnent? Aussi, est-ce qu'il y a des opportunités à l'international? Et finalement, est-ce que l'université vous aide à trouver, par exemple, des stages? La première chose qu'on peut dire sur les stages, c'est que c'est l'université qui s'occupe de nous trouver une place. Donc, c'est vraiment pas très stressant. On peut indiquer le centre de service scolaire dans lequel on aimerait faire notre stage. Puis, juste pour vous donner un exemple, cette année, on a fait nos stages de première année, puis tout d'un coup, il y avait les consignes sanitaires qui ont changé, puis on s'est ramassé à faire le stage en ligne, puis l'université nous a trouvé des places, tout s'est déroulé là, sans que ce soit trop compliqué. Donc, c'est vraiment bien à ce niveau-là. C'est l'université qui prend en charge les places de stage. Pour ce qui est de l'éduc, aussi, on est pris en charge, on n'est pas obligé de choisir nos stages. Par contre, on peut demander, faire des petites demandes personnelles s'il y a une école précise qu'on veut aller, peut-être qu'elle soit avec des enfants avec des déficiences motrices et ainsi de suite. Sinon, en éduc, on a la chance de pouvoir faire primaire et secondaire. Donc, ta première année, tu peux mettre ta préférence primaire, secondaire, mais ton stage 3, il se fait obligatoirement au secondaire. Et ensuite, pour ton stage 4, qui est comme une insertion professionnelle, pré-insertion professionnelle, tu peux choisir un peu plus en fonction de ce que tu as aimé dans tes derniers 3 stages. Donc, sinon, ouais, très accommodant pour tes placements de stage. Et si tu es carabin, si tu fais partie d'une équipe des carabins, tu peux aussi le mentionner et ils te placent plus proche en fonction du CEPSOM à cause de tes entraînements. J'ai une autre question pour vous. À quoi est-ce que ça ressemble la charge de travail dans vos programmes? Puis est-ce que selon vous, c'est possible de concilier travail et études? Oui, c'est possible de concilier travail et études. Il y a de nombreuses personnes autour de moi qui le font et moi de même. On a des emplois à temps partiel, souvent en même temps que des sessions théoriques ou des cours. Quant à la charge de travail, je vais vous répondre qu'elle est très propre à chacun et chacune d'entre vous. En ce moment, peut-être qu'on parle à des gens qui sont au cégep, qui vont rentrer directement à l'université. Il y en a peut-être qui sont à l'université, qui considèrent de changer de programme. Et il y a peut-être certains et certaines qui sont sur le marché du travail et qui considèrent revenir aux études. Et tout ça a un impact sur la charge de travail que vous allez retrouver. Elle est très propre à chacun. Dans tous les cas, je peux vous dire qu'on a parlé de collaboration entre les gens dans la faculté des sciences de l'éducation et c'est vrai, il y a beaucoup de support entre les gens pour ça. Et puis, je vous le redis encore une fois, mais il y a la possibilité de concilier travail et études. Plusieurs personnes le font là-dessus. Pour enchérir sur ce que Jonathan vient de mentionner, il est aussi possible de concilier sport et études. Comme Kelly l'a dit, être carabin et étudier dans le bac en enseignement, c'est très possible et faisable. Donc, la charge de travail n'est pas trop grande pour concilier les deux. J'ai vu dans le chat qu'on a une question aussi sur le nombre de cours en moyenne par session. Je dirais que ça varie entre 5 et 7, dépendamment si on est en session intensive, parce qu'il faut savoir que quand on a un stage, on a une session qui est plus condensée, donc qui est comme autour de 10 semaines au lieu de 15 avant d'avoir un stage, parce que pendant le stage, on n'a pas de cours, évidemment. Donc, c'est ça, mais la charge de travail, même en session intensive, est très faisable et pas trop grande pour concilier travail, études ou sport aussi. Je vais passer à ma prochaine question. Est-ce que l'enseignement est un milieu compétitif ou est-ce qu'on peut trouver du travail facilement? En fait, en ce moment, il y a une pénurie dans le milieu en enseignement, ce qui fait que c'est assez facile de trouver de l'emploi, autant faire de la suppléance que de trouver des petits contrats pendant les études qu'après avoir fini son bac. Donc, c'est assez facile pour le moment. C'est un bon moment pour aller en enseignement.
J'ai une autre question pour vous. Quelles sont les possibilités d'avenir dans le domaine privé? Pour ce qui est du privé, bien entendu, comme l'a déjà mentionné Ariane, il y a une pénurie dans le milieu de l'enseignement, malheureusement, et ça se produit aussi au privé en ce moment. Donc, mais c'est sûr que ça dépend, évidemment. Donc, l'école privée, le système de réseau privé, c'est en fait une école privée. Je reformule ma phrase. C'est comme une mini-entreprise, si je puis dire. Donc, l'école se gère elle-même. C'est donc la direction qui euh, sont engagés, ben, c'est la direction qui engage les futurs enseignants et enseignantes. Ça relève du choix de la direction. C'est pas par ancienneté que ça fonctionne, mais plutôt, on regarde davantage le CV des personnes. C'est sûr qu'avoir des contacts dans le milieu privé, ça aide. Puis, il faut faire ses propres démarches pour être engagé dans ce secteur-là, évidemment aussi. Je mentionnerais aussi là, que surtout en français langue seconde, il y a vraiment beaucoup de possibilités d'emploi au privé, là, que ce soit dans des écoles de langue, auprès d'organismes ou pour des professionnels anglophones, des cours privés. Donc, c'est vraiment large, principalement, spécifiquement pour ce bac-là, ce qu'il peut y avoir au privé. Comment choisir entre le primaire et le secondaire? Donc, première chose que je pourrais dire, c'est, en fait, en grande partie, il y a beaucoup de personnes qui s'en vont en enseignement parce qu'ils ont eu un intérêt pour les jeunes basé sur des emplois d'été comme être moniteur ou monitrice dans un camp de jour. Donc, je vous dirais, basez-vous sur l'intérêt que vous avez eu pour la tranche d'âge. Est-ce que justement vous avez préféré des plus jeunes ou les plus vieux quand même? Donc, ça pourrait être une première piste de réflexion. Sinon, référez-vous au type d'horaire que vous préféreriez avoir plus tard dans votre job, dans votre travail futur. Est-ce que vous préférez, par exemple, passer toute la journée à l'école avec le même groupe, puis de ce fait créer des liens affectifs un petit peu plus forts avec ce groupe-là, ou préférez-vous quand ça bouge et qu'il y a de la variation dans votre journée et que vous changez de groupe à chaque période? Et l'enseignement secondaire aussi, ça vous permet de commencer peut-être à des heures très tôt dans la journée puis de terminer très tôt ou au contraire, vous avez juste une fin de journée. S'il y a d'autres, ça dépend de votre horaire et des périodes que vous avez dans la journée. Puis, est-ce que vous préférez finalement enseigner, vous concentrer sur une matière en particulier ou maîtriser l'entièreté des matières comme on le fait au primaire? Donc, voilà des pistes de réflexion qui vont vous amener à faire le bon choix. Merci beaucoup, Camille, pour tes conseils. J'ai une prochaine question pour vous. Quelles sont les différences entre le baccalauréat en enseignement primaire et celui en enseignement en adaptation scolaire? Pour ce qui est du enseignement primaire et préscolaire, nos cours sont vraiment axés sur les domaines d'apprentissage. Donc, on parle de français, mathématiques, toutes les matières qu'on voit au primaire. Puis, on a aussi des cours au préscolaire, pour le préscolaire, pour la maternelle, parce qu'il y a un stage à la 2e année qui est à la maternelle. En adaptation scolaire, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, on a la possibilité d'avoir le choix de faire une orientation au primaire ou au secondaire. Si on choisit le secondaire, on va enseigner toutes les matières. Donc, comme un enseignant de primaire le ferait, enseignerait le français, les mathématiques, l'histoire et toutes les autres matières que je n'ai pas nommées aussi, le ferait aussi au secondaire. Donc, ça peut être la grande différence. Si vous hésitez, vous ne savez pas encore l'orientation à choisir, vous pouvez toujours aller en adaptation scolaire. Aussi, on a des classes plus petites en adaptation scolaire parce que les élèves ont des troubles ou des difficultés. Donc, des classes probablement de 5 à 8 élèves ou on peut aussi être en dénombrement flottant, donc en 1 à 1. C'est pas mal ça. Merci beaucoup à vous deux. Je vais passer à la prochaine question. Est-ce qu'on peut rapidement devenir un enseignant permanent à Montréal et qu'en est-il de Laval? Pour ce qui est de la permanence, il faut savoir que c'est chaque centre de service scolaire qui a sa propre procédure. Donc, je ne peux pas parler pour la permanence. Par contre, pour avoir un contrat à 100%, c'est assez facile ces temps-ci. On peut avoir rapidement un contrat, même que pendant le bac, on se fait, si vous voulez, vous pouvez faire de la suppléance et avoir des petits contrats ici et là pour combler les trous dans votre horaire. Donc, oui, c'est rapidement possible d'avoir un contrat à 100%. Pour la permanence, bon, ça va dépendre de la procédure du centre de service. Il y a également la chance de pouvoir faire de la suppléance avant
de la permanence. Ça aide beaucoup dans l'expérience. Juste aussi, si je reviens pour la question de secondaire ou primaire, ça vous donne une chance de pouvoir travailler avec une clientèle différente. Mais la suppléance, il y en a énormément et on a de la chance de pouvoir le faire après sa première année. Donc, il y en a énormément et ils le demandent vraiment beaucoup et ça donnera une meilleure idée de travail. Mais comme Anne-Catherine l'a dit, il y a énormément de postes de disponibles. Excellent, merci beaucoup pour les précisions. Ma prochaine question est la suivante. Quelle est la dynamique entre les enseignants et les étudiants? Pour ce qui est des enseignants, enseignantes, des professeurs de didactique, puis superviseurs de stage, ce sont vraiment des personnes qui ont une approche humaine et très pédagogique. On les retrouve souvent aussi d'une session à l'autre, si bien que un lien affectif se crée entre nous étudiants et ces enseignants-enseignantes-là. Souvent, ils vont être très flexibles par rapport à nos situations. Présentement, c'est surtout lié à la COVID. Donc, ces enseignants en didactique et superviseurs de stage sont assez flexibles à ce niveau-là. Puis, étant donné qu'ils ont souvent enseigné au secondaire, au primaire, en adaptation scolaire, ils ont de l'expérience de terrain, si je puis dire. Ça fait en sorte qu'ils vont nous donner non seulement de la matière, mais des projets, des examens qui vont concrétiser en fait ce qu'on va devoir faire dans notre emploi futur. Donc, ça va être pertinent pour ça. Si je pourrais renchérir aussi, on est souvent considérés comme des futurs collègues et non pas des étudiants. Donc, d'emblée, on est pris comme futurs enseignants de la matière. Donc, les enseignants prennent la peine et donnent tout leur effort pour nous partager des ressources qui pourraient bénéficier dans notre développement d'enseignants. Tout au long de notre baccalauréat, ils invitent des conférenciers, des conférencières. Ils nous proposent des ressources qui sont encore à ce jour très utiles, pour ma part en tout cas. Ils font des efforts extrêmes pour essayer de vous aider si de votre côté, il y a aussi une notion d'écoute et de partage. Donc, on est considérés vraiment comme des futurs collègues et non pas comme des étudiants. J'ai une ou deux dernières questions à vous poser. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans le programme d'études en enseignement au préscolaire et au primaire? J'ai pas encore trouvé de difficultés en soi, mais je crois que ça dépend un peu de comment chaque personne est. Donc, certaines personnes peuvent avoir de la difficulté avec la gestion de classe, d'autres personnes peuvent avoir de la difficulté peut-être un peu plus avec animer des activités ou organiser des activités. Je crois que c'est un peu propre à tout le monde, mais c'est vraiment... C'est une réponse un peu propre à tout le monde, mais c'est vraiment intéressant. Puis c'est quand même assez facile quand on aime le domaine dans lequel on est. Ma dernière question pour vous, c'est à quoi ressemble la routine de quelqu'un qui étudie à l'UDM en enseignement? Ça dépend de votre personnalité puis de votre propre routine, mais c'est certain que vous pouvez intégrer plein d'éléments propres à l'université dans cette routine-là pour l'adapter. Donc, en fait, si vous préférez étudier, par exemple, il y a des services de bibliothèque qui vont vous permettre justement de faire cette étude-là, que ce soit en louant des salles de travaux en équipe, que ce soit en ayant accès à la didactique, où vous allez trouver plein de ressources pédagogiques en enseignement. Si vous voulez intégrer à votre routine des 4 à 7, en enseignement secondaire, on en a chaque jeudi. Ça va être en présentiel, puis en ligne en ce moment. Donc, on organise des activités pour nos membres. Si vous voulez intégrer du sport à votre routine, c'est au Septium que vous allez pouvoir faire ça. Il y a notamment un accès gratuit à la piscine et à la piste de course pour les étudiants et étudiantes de l'UDM. Sinon, les associations étudiantes proposent d'autres activités comme des parties, des séances d'études, des visites au théâtre, des soirées de jeux en ligne. Puis, évidemment, un autre aspect important de l'Université de Montréal, ça va être Côte-des-Neiges, tout simplement, où vous allez pouvoir retrouver Allô Mon Coco si jamais ça vous tente d'aller bruncher avant un cours, le Caravane Café si vous souhaitez aller étudier dans un petit café, la Maisonnée,
qui est un resto-bar où on peut faire du karaoké notamment. Il y a énormément de librairies, des marchés de fruits et légumes, des parcs et le Mont-Royal aussi, que vous pourrez intégrer à votre routine. Mais ça dépend de chacun de vous, évidemment. Donc maintenant, je vois qu'on reçoit énormément de questions de la part des participants et on pourrait y répondre donc de manière orale maintenant. Donc, une première question pour vous, c'est est-ce qu'il est facile de communiquer avec les professeurs si on a des questions ou certains problèmes? Et pouvoir répondre en partie, là, et tout va dépendre de oui. Réponse courte, oui, absolument. Il est facile de communiquer avec les enseignants. Chaque enseignant a sa façon de communiquer avec lui et il y a plein de façons qui existent par courriel, via des plateformes en ligne, en privé, dans un groupe avec certains étudiants ou non, avant le cours, après le cours, pendant la pause et ce, même pour des cours en ligne. Donc, les profs sont accessibles et toujours prêts à répondre à nos questions ou à nous supporter quand nécessaire. Donc, oui, absolument. Merci beaucoup, Jonathan. On a une autre question ici. Y a-t-il beaucoup de travaux de recherche ou ce sont plus des travaux pratiques, entre parenthèses, préscolaires et primaires? Ça dépend un peu des enseignants. J'ai vu aussi une question tout à l'heure sur les présentations orales. Chaque enseignant a sa propre méthode d'évaluer. Il y a des examens, il y a des travaux d'équipe, il y a des travaux où c'est un peu plus de la recherche, justement. C'est vraiment propre au cours et aussi au sujet du cours. Il y a des cours qui sont plus sur le développement dans la profession, mais il y a aussi des cours qui sont plus dans la didactique. Donc, dans la didactique, on va faire un peu moins de recherche, puis on va faire un peu plus des créations d'activités. Donc, si ça peut vous rassurer. Merci beaucoup, Ariane. On a une autre question. Avez-vous des cours en commun entre les différents programmes d'enseignement? Oui, il y a des cours partagés avec les autres membres de votre cohorte. Ça va principalement être des cours liés à l'adolescent ou à l'enfant, tout dépendamment du programme que vous choisissez, liés à leur psychologie. Il va également y avoir des cours liés au système d'éducation québécois. Puis, il va également y avoir des cours que vous allez partager. Pardonnez-moi, je suis dans une école. Il va également y avoir des cours liés à des périodes de laboratoire pendant lesquelles vous allez pouvoir vous entraîner à enseigner devant vos collègues. Pour vous donner une petite idée, j'ai fait une première année en BPEP, donc primaire et préscolaire, et j'ai fait la transition vers l'éduc. J'ai pu me faire créditer à peu près 5 cours, que ce soit de la didactique ou comme Camille l'a mentionné sur le système québécois. Donc, voilà, on partage des cours ensemble, mais en même temps, il y a des cours plus spécifiques. Combien de cours avez-vous en moyenne par session? Est-ce que vous pourriez en avoir plus ou est-ce que vous voudriez en avoir moins? Et est-ce que cela influence le nombre total d'années d'études? Oui, ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, là, dépendamment si on a une session avec un stage ou non, les cours vont varier entre 5 et 7 par session. Pour la deuxième partie de la question, c'était s'il est possible de prendre moins de cours. C'est pas recommandé parce qu'effectivement, la troisième partie de la question, c'était est-ce que ça rallonge le parcours? Oui, ça rallonge le parcours de pas prendre de prendre moins de cours par session, évidemment. Il y a quelques cours qui sont offerts à l'été. Par contre, c'est des cours, c'est quand même une banque de cours limitée. Aussi, à savoir qu'il y a des cours qui sont préalables à d'autres, donc quand on ne les fait pas, évidemment, ça rallonge le parcours. Et certains cours aussi sont préalables au stage, donc ça peut retarder les stages. Par contre, si vous avez une situation particulière où vous devez avoir moins de cours, il est toujours possible de communiquer avec la technicienne des étudiants de votre programme, puis elle va pouvoir vous arranger quelque chose si jamais c'est votre situation. Merci beaucoup, Anne-Catherine. On a une autre question. Comment se déroulent les cours en temps de pandémie? Est-ce qu'il y a plus de cours en ligne ou en présentiel? Je pense que la majorité des cours en enseignement vont être en ligne. Pour ma part, en français langue seconde, ça a été complètement en ligne à la session passée et à cette session-ci. Donc, je suis en première année, j'ai pas encore mis les pieds sur le campus, mais si ça peut vous rassurer, honnêtement, la qualité est très bonne, puis les enseignants vont chercher vraiment à diversifier la manière dont on peut apprendre, puis la vie de cohorte se passe quand même en ligne. On commence à se reconnaître, puis on communique ensemble là, par les voies d'Internet. Donc, c'est quand même une formation qui est très bien, malgré le fait que ce soit en ligne. Mais oui, c'est sûr qu'en enseignement, étant donné que c'est moins des laboratoires, surtout en début de programme, ça va être beaucoup en ligne pour l'instant. OK, Lise, je rebondis sur ce que Rachel vient de dire pour extrapoler un peu la question, pour revenir sur le fait que les étudiants et étudiantes commencent à se reconnaître et tout.
moi, je vous confirme que les associations étudiantes travaillent très fort pour qu'un lien se crée entre les gens dans les cohortes. On est plusieurs là ici aujourd'hui à vous parler qui font partie des conseils exécutifs des différentes associations. En enseignement au secondaire, on a des événements chaque semaine et donc, ça permet, même si les cours sont en ligne et même si les activités le sont également, qu'il y ait un vrai support pour les cours en ligne à travers des activités différentes et qu'on réussisse à tisser des liens avec des collègues et des camarades de classe, malgré la situation pandémique. Je vais rebondir là-dessus. En éduc, on a eu une session complètement en virtuel à la session d'automne, mais vu qu'on a des cours pratiques qui sont obligatoires pour continuer notre cheminement, en ce moment, il me semble, 4 cours sur 6 qui se donnent au septum et 2 qui sont en virtuel. Donc, il y a des accommodements, mais les règles sont très strictes. Les règles sanitaires sont suivies tout au long des cours, mais ils sont conscients et accommodants dans notre cheminement pour pouvoir nous donner la possibilité de continuer à faire nos cours pratiques. Merci beaucoup. J'ai encore une ou deux dernières questions pour vous. Combien d'étudiants environ y a-t-il par classe? Est-ce que c'est plus souvent des petits groupes ou des plus grands groupes? Ça va varier dépendamment des bacs en enseignement. Pour ma part, en adaptation scolaire, on est environ 100 élèves divisés en 2 groupes, donc 2 profils. On est 50 à peu près par classe, donc on est toujours avec les mêmes élèves dans tous les cours. Donc, c'est une petite classe de 50 personnes, ce qui est avantageux pour nous parce qu'on fait plus de liens, on est plus en relation avec les enseignants aussi. Donc, c'est un bon ratio d'élèves, je crois. J'aurais le goût de mentionner qu'en français langue seconde, c'est probablement le bac en enseignement le plus petit. Puis présentement, on est environ 30 dans ma cohorte. Donc ça, c'est encore, ben pas encore plus, là, les autres bacs sont très bons aussi, mais on va être très tissé serré, là, puis ça permet beaucoup d'interaction en classe. Donc ça dépend vraiment du programme que vous choisissez. Là. Moi, je vais même dire qu'au sein d'un programme, ça dépend beaucoup des cours. En enseignement secondaire, je vous parlais des cours qui sont dans les départements dans la faculté des arts et des sciences. Je vous donne un exemple concret. La session passée, dans un de mes cours, nous étions plus d'une centaine. C'était un cours de mathématiques ouvert dans un très grand nombre de programmes et on était, exactement, on dépassait le 80 sur un Zoom presque chaque semaine. Et pendant cette même session, j'avais également un cours où nous étions 16 parce que ce cours-là était avec les gens de ma cohorte en enseignement des mathématiques au secondaire. Donc, il y a beaucoup de variétés selon les cours. Et ça change beaucoup et c'est assez fascinant de voir le changement d'ambiance également. Dans un cours où il y a énormément de personnes, c'est complètement différent que quand on est 16 et que l'enseignant nous parle directement. Donc, tout est possible entre les bacs et tout est possible dans un programme en particulier. Voilà ce qui conclut déjà la séance. Merci beaucoup à chacun d'entre vous du temps que vous nous avez accordé aujourd'hui. C'était vraiment un plaisir de vous parler aujourd'hui. Pour en savoir plus sur les dates limites et les conditions d'admissibilité, on vous invite à consulter les fiches les fiches descriptives des programmes sur le site de l'admission de l'UDM. Pour les programmes de premier cycle, il est possible de contacter l'admission par courriel, clavardage et même téléphone durant la semaine. Et pour les programmes de cycle supérieur, vous pouvez toujours entrer en contact avec les études supérieures et postdoctorales. Finalement, on vous invite à nous suivre sur Instagram. On a un compte qui s'appelle umontréal.futurétudiant. Donc, vous pouvez y suivre le parcours de toutes sortes d'étudiants de parcours différents. Et donc, voilà, et tous les liens utiles en lien avec la séance d'aujourd'hui se trouvent dans le clavardage. Merci encore une fois à tous d'avoir été là et à très bientôt.